Le MSC aujourd'hui est pris en otage par M. Kamto Maurice et tout son entourage. Et s'il faut essayer d'accorder un peu de crédit à tous ces brouillons que j'ai vu balader dans les réseaux sociaux. Brouillon, vous dites? Non, c'est des brouillons. Il est comme le président Paul Biya. Il est pire que Biya. Parce que je dis je voudrais m'expliquer. Bon, il est pire que Biya. La perception que j'ai du professeur Kamto aujourd'hui, il est tout sauf un légaliste. Donc c'est une diffamation qu'il faut regarder avec beaucoup de distance. Ce n'est pas peut-être l'agent du ministère de l'administration territoriale avec lequel vous soutenez, puisqu'il y a aussi une nouvelle là, une rumeur, que vous serez parmi ceux-là qui distribueraient les sacs de riz. Kamto Maurice nous dit, il dit que même si c'est demain qu'il convoque le corps électoral pour les élections présidentielles, je suis prêt. Nous sommes prêts. Voilà, d'accord. C'est aussi une question importante parce qu'elle a fait l'objet d'un grand débat. Que M. Kamto aurait pris 2 milliards à Baham quelque part pour boycotter les élections 2020. Là, le nom de celui qui a mis le document dehors, son nom c'est Pierre Ourassi. L'homme est un animal politique, disait Aristote. Autrement dit, il est appelé à vivre en société, à s'intéresser aux problèmes de la cité. Telle est la notion première de la politique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Le Ring, parce que nous recevons aujourd'hui justement un homme politique, je l'ai nommé Willy Mengue. Willy Mengue, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Une exception, parce que c'est aussi pour moi la première fois d'arriver chez vous. J'espère que les circonstances seront commodes à la nature de notre entretien. Oui, on va faire un truc très soft, très vite. Êtes-vous toujours militant du MSC? Bien entendu. Je crois qu'il faut être très, très technique et comprendre ce qui se passe. Willy Mengue est toujours militant du MRC parce que Willy Mengue, comme d'ailleurs la plupart, ou disons tous les militants du MRC, sont aujourd'hui en position de ne pas reconnaître les instances de ce parti depuis... Vous dites tous les militants? Je dis non, il faut comprendre qu'il y en a qui ont peut-être la possibilité de s'exprimer à haute voix, de dire exactement ce qui se passe, mais la plupart vivent malheureusement cette réalité dans le silence. Mais ils comprennent aujourd'hui, au fur et à mesure que nous menons une campagne, qu'effectivement le MRC a été complètement dérouté depuis septembre 2025. Et cette déroute de nos instances s'est confirmée à partir du 21 décembre 2025 avec la fameuse convention. Ça veut dire, automatiquement, dès lors que les instances ont été frappées de caducité, il est difficile pour ces instances-là de se prononcer au nom du parti et envers les militants. Donc cette fameuse exclusion s'inscrit justement dans cette relation de défiance entre les militants qui sont loyaux aux thèses du parti et cet ensemble de dirigeants qui ne sont pas loyaux aux thèses du parti. Oui, mais nous avons vu circuler un document signé à l'unanimité par tous les membres du directoire. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est un mauvais document, un faux? Qui vous exclut? Non, le document, on va dire, nous l'avons tous appris dans les réseaux sociaux. On ne vous a pas notifié? Non, je n'ai jamais été notifié. Je n'ai jamais été notifié, c'est-à-dire quand vous allez regarder la procédure disciplinaire, il faut notifier formellement le concerné. Si j'ai été notifié, qu'on vous apporte la décharge, première question. Si j'ai assisté à un entretien disciplinaire, qu'on vous apporte le procès verbal. Mais il se dit qu'on vous a convoqué, vous vous êtes jamais présenté. Je dis donc que je n'ai jamais été notifié. Il y a déjà cela en amont. Oui. Mais en plus, même si j'avais été notifié, jamais je ne partirais. Pourquoi? Parce que je m'inscris en faux contre les instances qui sont illégitimes, parmi lesquelles ce comité national de médiation et d'arbitrage, comme l'ensemble des instances nationales du parti qui ont été frappées de caducité depuis le 25 septembre 2025. Ça veut dire que ce soit le directoire national, que ce soit la convention elle-même, que ce soit le comité de médiation et d'arbitrage, que ce soit le comité des sages, toutes ces instances, dès lors qu'on a traversé la date du 25 septembre, vous devez savoir pourquoi
ont été frappés de caducité. Non, dites-nous, ils ont été frappés. Justement, parce qu'à la date du 25 septembre 2025, c'était la date butoir à laquelle le directoire devait poser 3 actes partant du 25 juin 2025. Parce que Maurice Kamto nous annonce à l'opinion nationale qu'il a démissionné du parti le 25 juin 2025. Il fait l'annonce le 19 juillet 2025. Or, le règlement intérieur est clair. Il y a l'article 68 et cet article n'a pas d'alternative. Il dit clairement que si le président national démissionne, ce qui a été le cas, il revient au directoire national et rien qu'au directeur national de disposer de 60 jours avant de tenir une convention, laquelle convention va devoir élire un nouveau président national conformément au statut de l'article 17, parce que le président est élu au suffrage, au scrutin de liste. Ça veut dire qu'il est élu avec ses 4 vice-présidents, avec le secrétaire général ainsi que le trésorier national. Alors le directeur disposait donc de 60 jours. Il devait, 1, constater la démission du président national dans un délai de 30 jours, réuni aux 4/5 de ses membres. Ce qui a été fait dans le délai, ça, nous le savons. Mais il ne suffisait pas de constater. Il fallait donc maintenant convoquer la convention et tenir la convention au plus tard 60 jours après la démission. Et ça tombait justement vers le 25 septembre 2025. On a bien compris. Voilà. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Est-ce c'est parce que le président Maurice Kamto est revenu à la tête dans des moments que nous connaissons, ou c'est parce que le MRC n'est plus sur la voie que vous défendiez peut-être depuis 2019? La cause fondamentale de tout ce qui s'inscrit aujourd'hui en contestation, donc ce qui porte l'étiquette de la contestation contre les instances du parti, vient du fait que le retour du professeur Maurice Kamto n'a pas respecté les statuts en tant que président national. Maurice Kamto pouvait revenir dans le parti sans problème, comme simple militant. Il est libre de démissionner, il est libre de revenir. Mais quand il démissionne, pour revenir, il doit revenir comme simple militant parce que l'article 29 nous dit que pour avoir le droit électif, c'est-à-dire pour être éligible au sein d'une instance du parti, il faut militer pendant 3 années consécutives. C'est l'article 29, alinéa B, des statuts du 9 au 10 décembre 2023. Donc quand M. Kamto part, quand il démissionne, et qu'il revienne en septembre 2025, parce qu'il est revenu le 12 septembre 2025 par acte de démission au sein du Manidem version Anissé et Kani. Il est passé par un huissier, il a écrit une lettre de démission. Le parti, le Manidem a été notifié. Le Manidem a acté sa démission du Manidem. Ça veut dire un éventuel retour au sein du MRC. Donc, quand il est revenu en septembre 2025, il était question pour M. Kamto de s'inscrire comme un nouveau militant pour qu'il capitalise les 3 années d'ancienneté que réclame l'article 29, alinéa B des statuts. Les statuts ne sont pas le règlement intérieur, c'est les statuts du parti, donc la constitution du parti. Donc, son retour comme militant ne cause pas problème. Mais son retour comme président national, quelle que soit l'alchimie qui aurait dû être faite, dès lors qu'on a traversé le 25 septembre, n'était plus acceptable. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a fallu que dans la manœuvre du directoire national partant du 25 juin au 25 septembre, que la convention se tienne. Or, il avait le temps, puisque c'est le 5 août que sa candidature est invalidée au Conseil constitutionnel. Il nous restait juste un peu de temps pour donc permettre au directoire de travailler rapidement pour qu'on convoque une convention selon l'article 68 qui n'a pas été respecté. Oui, Willy Mengue, une question me taraude de l'esprit. Qu'est-ce qui vous a motivé votre adhésion au MRC? Parce que vous y êtes depuis 2019 et vous êtes membre du directoire depuis 2020. Et j'allais dire comment? Qu'est-ce qui vous a motivé réellement? Vous voyez, je l'ai souvent dit, c'est le discours public du professeur Maurice Kamto, alors président du MRC, en début 2018, donc avant les élections. C'est son discours public qui m'a attiré. Je voyais dans ces discours publics, en ce temps, quelqu'un qui se démarque,
qui voudrait vraiment porter le flambeau du changement, le changement auquel aspirent la plupart des Camerounais aujourd'hui, 90% des Camerounais, y compris même ceux qui sont dans le parti au pouvoir, voudraient le changement. Ça, vous, de temps en temps, vous conversez avec eux. Tout le monde aspire à ce changement. Donc, les sorties publiques de professeur Maurice Kamto avant les élections 2018 m'ont beaucoup fixé. Et je jouissais encore d'une virginité politique parce que je n'étais pas militant dans un parti avant que je sois encarté au sein du MRC. Donc, je commence donc à m'approcher au quartier des militants du MRC. Ils me disent non, gars, on va voir, on peut essayer de travailler ensemble et tout. Donc, finalement, je suis encarté après les élections présidentielles. C'est en mars 2019 que je prends ma carte au sein du MRC. Je commence à militer au sein de l'unité Alain Foguet-Tedom. C'est une unité qui est à Hala 1, à Yaoundé 3, avec comme secrétaire d'unité un certain Philippe Noubissi Foto. Il me dit non, gars, on va travailler ensemble. Donc, je suis donc encarté. Je comprends que non, il faut s'engager fondamentalement et officiellement. Donc, c'est comme ça que j'ai été... Et puis, bon, j'ai compris par la suite, après 2018, que non, vraiment, professeur Maurice Kamto était un leader et qu'il peut vraiment défendre la cause commune des Camerounais et qu'il avait un visage légaliste parce qu'il s'inscrit toujours en faux contre ce qui n'est pas droit, ce qui ne va pas avec, ce qui est en dérive du droit. Il avait un visage légaliste, il a un visage légaliste. Il ne l'était pas. Il ne l'est pas. Je dis avant, c'est ce que moi je voyais en lui. Oui. Mais je suis étonné des cataclysmes par lesquels il a manifesté. Il ne l'est pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui il ne l'est pas. Ah bon, à la lumière de ce qui se passe, son retour au sein du parti, avec tout ce qui s'est passé, tout le bricolage juridique dont il est l'artisan depuis son retour au sein du parti, fait en sorte qu'aujourd'hui soit perçu autrement. Moi, je ne peux plus qualifier M. Kamto de légaliste. Moi, je ne peux plus qualifier de légaliste. Vous étiez au directoire, disons 4 ans, vous-même vous l'aviez dit, vous taxez le directoire, je veux dire, d'une sorte de dictature, que lorsqu'on y est, c'est pour prendre les notes. Vous l'aviez dit sur un plateau. Oui, je peux le répéter parce que comment ça se passe Comment ça se passe? Vous arrivez dans une réunion de directoire. On dit bien le directoire, c'est l'instance dirigeante du parti. Donc c'est l'orientation stratégique, la mise en application des grandes décisions stratégiques qui sont définies par la Convention ou bien par le Conseil national. C'est le directoire qui les met en place. Le directoire oriente même, au-delà des décisions de la Convention, peut orienter. Donc, quand vous êtes au directoire, ça veut dire que c'est un milieu où on pense avoir une certaine liberté en termes de proposition d'orientation du parti, ce qui n'est pas le cas. On ne viendra pas vous dire le contraire. Hein? Quand c'est moi qui j'y ai fait au moins 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas droit à la parole? Non, pas de la démocratie, la parole peut-être pour applaudir. Applaudit qui? Mais applaudit l'ordre du jour qui est défini par le président de séance, qui n'est autre que le président national. Bon, arrivé, information générale, on va faire ça, on fait cela et tout. Vous n'êtes pas consulté à l'avance. Hein? Vous écoutez, vous êtes en train de décrire le président Kamto comme un dictateur. Ce sont les caractéristiques d'un dictateur. Je vous décris ce qui se passe. Hein? Et rien n'a changé aujourd'hui. Est-ce un dictateur après? Je vous dis que la perception que j'ai du professeur Kamto aujourd'hui, il est tout sauf un légaliste. Il est quoi? Allons-y. Quand on n'est pas légaliste, on est dictateur. Donc, on dicte sa vision à tout le reste. Et c'est ce qui se passe. Et nous venons même encore de le voir avec ces pseudo-exclusions. À tue-tête qu'on fait, c'est de la dictature parce qu'on ne supporte pas le contradictoire. C'est de la pure dictature. Donc, il est d'une dictature avec un vernis d'un homme libertaire. Ce n'est pas ça. Et il est très rancunier. Ça, je peux vous le dire. Ça, je ne veux pas qu'il y ait un débat d'hommes. Mais je vous dis qu'au constat de ces actes publics, en rapport avec le parti, lorsqu'il a déjà démissionné et qu'il revient, M. Kamto est à l'écart de la loi, à l'écart des statuts et du règlement intérieur, et même à l'écart de la législation nationale. Regardez les conditions dans lesquelles la convention du 21 décembre s'est tenue, cette pseudo-convention. On vous dit une convention à visioconférence. Quand vous regardez la loi de 90, que ce soit la loi 90-055 ou la loi 90-056, non. Les activités d'une formation politique sont définies par la loi. Bien sûr, il y a l'auto-administration, parce que les partis politiques en tant qu'association peuvent s'auto-administrer, mais ils s'administrent dans le cadre de la Constitution et de la loi de 90. Et il faut comprendre ce que cette loi de 90 vous dit. Elle vous dit qu'une formation politique en tant qu'association ne peut tenir que des réunions publiques.
et des manifestations publiques. Or, cette fameuse convention distancielle ou visioconférence, est-ce qu'elle s'est tenue dans un milieu public? Dites-moi quel est ce milieu. Non. Non, mais peut-être aussi, ce n'est pas une discussion. C'est chaque fois que le MSC va organiser, ça se voit, nous sommes de la presse, va organiser soit une réunion, on envoie les militaires, la police et tout pour saccager. Je pense que ce qui ne peut en compte qu'à légitimer ce qu'on appelle aujourd'hui la clandestinité. Parce que ce qui s'est passé le 21 décembre en termes de réunion, en termes de convention, visioconférence, c'est de la clandestinité. Vous voyez? Et ce n'est pas que de la clandestinité, il y a même un acte de défiance envers les lois. Parce qu'avoir contourné l'interdiction et prendre sur soi l'autorisation d'aller organiser une visioconférence, une convention où on va élire tout un président de formation politique, c'est non seulement de la clandestinité, mais c'est de la défiance envers les institutions. Toi qui penses, lui qui dit qu'il est légaliste. Et là est tout le problème. Et nous ne voulons pas, justement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a l'incidence politique sur la carrière des milliers de militants qui ne sont autres que des actionnaires de cette formation politique depuis 2012. Ils ont une carrière politique à bâtir. Vous savez ce qui s'est passé dans la conjoncture 2020-2025. Le MRC a payé de son erreur du boycott 2020. Parce que si nous n'avons pas pu présenter un candidat, c'est justement parce que nous n'avions pas, sur le plan officiel des élus. On a essayé de bifurquer à gauche, à droite, ça n'a pas donné. C'est ça le problème. On ne voudrait donc pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a violé l'article 29 des statuts, on a violé l'article 68 du règlement intérieur, M. Kamto a été parachuté à la tête du parti dans le cadre d'une réunion qui n'a pas été déclarée au préalable, comme le veut la loi de 90, et le format de la réunion n'est pas reconnu par la même loi de 90, c'est-à-dire les visioconférences ne sont pas reconnues. On connaît les réunions publiques. Est-ce qu'il y a un texte du MSC qui ne reconnaît pas les réunions? Non, là, ce n'est pas le MRC. Je parle bien de la loi de 90, qui est la législation nationale qui organise le fonctionnement des formations politiques. Oui. Cette loi est claire. Elle dit que les partis politiques exercent librement leurs activités dans le cadre de la Constitution et de la présente loi. Et la même loi vous dit, l'article 12, vous dit que les partis politiques se réunissent, organisent les réunions publiques et les manifestations publiques. L'article 2 vous définit ce qu'on entend par réunion publique dans un lieu public, connu du public. Et vous dit que pour obtenir une telle réunion, il faut au préalable déclarer auprès de l'autorité administrative. Qui refuse toujours. Vous avez l'impression de défendre tellement la loi que vous avez combattue. C'est pas ça. Vous avez combattu avant les élections. Je veux que nous soyons clairs. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en décembre a poussé le MRC de manière officielle dans la clandestinité. Justement. Donc, ils ont officialisé la clandestinité du parti. Et c'est un problème. Vous comprenez? C'est un problème qui, dans un jeu politique, ne saurait être toléré en face. Parce qu'en face, nous avons les rivaux politiques qui ne regardent que les erreurs des uns et des autres. Je ne suis pas là en train de dire que la loi... non, c'est la loi. Mais sachant que nous l'avons violée publiquement, nous l'avons violée solennellement. Et c'est acté. Et partant de là, nous avons violé l'article 68. Nous l'avons violé, le règlement intérieur est clair. Je vous dis qu'il n'y a que le directoire qui était capable dans un délai de 60 jours. Et rien que le directoire, pas d'un pseudo-président par intérim, ça n'existe pas dans les textes du parti. Vous voyez qu'à tout niveau là, M. Kamto a violé la loi. A dit dans les statuts, il a créé d'autres... Est-ce que dans les statuts du MRC, est-ce que les statuts, je ne sais pas moi, le règlement intérieur, interdisent, il y a une disposition de la loi qui interdit les élections par vidéoconférence. Par visioconférence, nous sommes quand même au XXIe siècle. Est-ce que c'est interdit ça? Non, je ne vais pas vous dire qu'il y a une loi dans les statuts du parti qui interdisent la visioconférence. On ne pouvait non plus même adopter une telle loi dans nos statuts parce que les statuts des associations ne sont pas adoptés comme dans une anarchie. Les statuts des associations ou leur règlement intérieur doivent être conformes à la Constitution et à la loi qui régit les associations. Ça veut dire qu'au sein de nos statuts, ou de notre règlement intérieur, on ne pouvait pas intégrer la notion de visioconférence parce que la loi qui organise l'association ne dit pas déjà cela.
faut comprendre ça là. Ça dit il y a toujours un référentiel. Avançons rapidement. Nous sommes le Conseil national du MRC de médiation et d'arbitrage vous accuse. C'était clair dans la note d'exclusion. Il y a quelques chefs d'accusation, insubordination, ne pas respecter la ligne du parti. Mais ce qui nous intéresse beaucoup profondément, haute trahison. Que leur répondez-vous? C'est écrit. S'il faut essayer d'accorder un peu de crédit à tous ces brouillons que j'ai vu balader dans les réseaux sociaux. Brouillons, vous dites? Non, c'est des brouillons. C'est même des galimatias. Moi, je ne regarde pas ça, ça n'a aucun crédit. Je crois que c'est même des pièces qui seront utilisées dans le procès contre eux. Ça, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont fait. Donc, je dis que la trahison, non. Il faut être... Le militant est tenu d'être loyal. La loyauté n'est pas envers les hommes. La loyauté est envers la cause de l'association, de la formation politique. C'est-à-dire... Attendez, je vous mets un peu d'eau dans votre moulin. Oui. Dans cette haute trahison, ils disent que vous-même, vous avez saboté le président actuel dans les réseaux sociaux et dans vos sorties. Autre chose, vous avez créé deux MRC. Ça vient de vous. MRC in vitro, MRC originel. Voilà. Alors, je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. La loyauté d'un militant ne regarde pas les visages. C'est une loyauté qui a un fondement. Le respect des textes, le respect du règlement intérieur, le respect des statuts. C'est une convenance. C'est pour cela que les statuts et le règlement intérieur sont définis dans une convention, une convenance. Nous convenons que si jamais le président démissionne ou est vacant, voilà ce que nous allons faire. C'est une convenance et nous tombons d'accord. C'est ce vers quoi est fixée la loyauté d'un militant. Les militants ne fixent pas sa loyauté dans les comportements des uns et des autres, les affinités des uns et des autres. Jusqu'à date, ceux qui s'inscrivent en faux contre ce qui s'est passé après le 25 septembre et ce qui s'est passé le 21 décembre 2025 sont loyaux envers les tests et contredisent objectivement ceux qui ont organisé cet ensemble de parjures. Mais vous n'êtes que trois quand vous dites ça. C'est ce que vous pensez. Nous ne sommes pas... Ça aussi, c'est un élément très important. Nous ne sommes pas dans un débat de suffrage universel. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la défense de la légalité, même si on est un. On a la référence qui est les tests. C'est ça, la défense de la légalité. Ce n'est pas qu'on a 1000 personnes en face qui vont vous... Ce n'est pas la clameur populaire. Ce n'est pas le brouhaha populaire. Ce n'est pas ça. On a un référentiel. Est-ce que le règlement intérieur a été respecté? Oui ou non? On apporte des preuves. Il y a les actes et il y a la loi. Est-ce que la loi de 90 a été respectée lorsque la fameuse convention a été tenue le 21 décembre? On dit non, parce qu'il y a des actes. Donc, qu'il y ait 2000 en face et qu'il y ait un en face, c'est la défense de la légalité. On n'a pas besoin de la clameur populaire. Oui, Willy, quand vous avez constaté ça, nous aimerions bien savoir ici, dans notre émission Le Ring, est-ce que vous avez saisi les instances du parti? Est-ce que vous avez d'abord fait une démarche interne? Ça, c'est très important, vous voyez, parce que lorsque nous traversons la date du 25 septembre 2025, vous savez qu'il y a une convention extraordinaire qu'ils ont essayé d'organiser le 27 novembre, qui a été interdit par le sous-préfet de Yaoundé 4. Vous savez que c'est certains militants qui sont allés voir le sous-préfet pour dire que non, monsieur le sous-préfet, vraiment, la loi n'est pas, le règlement intérieur a été violé. Donc cette convention ne doit pas avoir lieu. C'est pour ça que le sous-préfet est venu interdire la convention. Et que vous n'étiez pas vu ces militants? Je n'étais pas là officiellement, mais on a soutenu. Vous étiez au courant? On a soutenu. Oui. J'étais de ceux qui ont soutenu le docteur Caleb Bodé. Ça, je ne mâche pas mes mots. Que non, ça là, comme tu es membre fondateur, on ne peut pas accepter que ça prospère. Il faut saisir l'autorité administrative. Parce qu'il faut mettre le blocage dès maintenant, on doit revenir à la norme. Alors, convoquant donc les instances auxquelles il faut peut-être apporter sa plainte. Non, regardez comment est-ce que les structures du parti, les instances du parti sont structurées. C'est une verticalité qui n'a pas de nom. Donc, tout tourne autour du président national, dont nous contestons la légitimité aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvions pas en même temps contester sa légitimité et reconnaître celles des instances qui sont adossées sur son autorité, dont fait partie le comité
de médiation et d'arbitrage. Ça veut dire que nous, on ne pouvait plus saisir les instances internes, sachant qu'elles sont tenues directement par le président national, selon l'organigramme du parti. C'est pour cela que la seule issue était d'aller en justice. Est d'aller en justice. Il se raconte, Willy, que vous êtes sous l'influence, les influences extérieures, question de détruire le MRC et de compromettre, n'est-ce pas, qu'on vous utilise, de compromettre les champs du MRC, de participer aux prochaines échéances électorales. Que leur répondez-vous? Alors, vous voyez que si nos militants, nos amis politiques, sympathisants du MRC comprennent bien la démarche, parce que la démarche est publique, elle est d'abord médiatique, maintenant elle est dans les instances judiciaires. L'objectif que nous voulons consiste justement à restaurer au parti sa légitimité et que le parti soit en phase avec la légalité pour préserver la carrière politique, non pas seulement de Willy Mengue. Nous voulons tous être des conseillers municipaux, des maires, des députés, à travers la bannière du MRC. On ne voudrait pas créer un autre MRC parce que nous avons déjà suffisamment capitalisé d'énergie là-dessus. Il y a des gens qui ont perdu de leur liberté, il y en a qui ont même perdu la vie pour soutenir, pour faire éclore le dynamisme du MRC. On ne voudrait pas qu'aujourd'hui ce parti soit complètement déplumé de sa crédibilité parce qu'il baigne dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Alors une telle cause ne peut pas être confondue à quelqu'un qui vient gâter le parti. Nous militons pour restaurer au parti sa crédibilité. Or, le parti aujourd'hui ne peut pas avoir de crédibilité s'il n'est pas en phase avec la législation nationale et conforme avec ses propres instances. Donc, c'est nous qui voulons sauver le parti et non le détruire. C'est parce que l'opinion est facilement manipulable. C'est pour cela qu'il faut s'approcher du dossier, pas avec émotion, mais avec raison et objectivité. Parce que ce que nous demandons aujourd'hui à la justice, c'est de se constituer en intermédiaire. Ça veut dire de nommer un administrateur judiciaire ad hoc pour un délai qui peut aller entre 3 mois et 6 mois. Parce qu'on ne voudrait pas que nous ayons cette situation alors que le corps électoral est déjà convoqué. C'est lequel administrateur judiciaire qui viendra donc au nom de la justice, parce que la justice, elle est régulatrice, viendra régulariser la situation. C'est-à-dire nous conformer au statut de 2023 et conformer le parti à la législation nationale. Une telle cause ne peut pas être perçue comme des gens qui viennent détruire ce que nous avons eu à construire ensemble. Oui, je continue dans la même idée. Après les élections présidentielles, en préparant cette émission, j'ai lu ça. C'est vrai que vous et moi, on a un peu échangé sur la question, mais nous sommes devant les téléspectateurs. En préparant cette émission, j'ai découvert qu'après les élections présidentielles, vous auriez, ça je suis au conditionnel, bien entendu, reçu 1 500 000. Est-ce vrai cette histoire? Alors, j'aurais reçu de qui? Vous avez l'information de qui? J'aurais reçu les 1 500 000. Et pour faire quoi? Il y a un bout de papier écrit à la main qui circule. Vous me direz si c'est votre numéro de téléphone 101 477 830. Non, ne vous en faites pas. Je voulais juste poser les questions. C'est pour vous aider. À un moment, il y a un document que Willy Mengue a signé, 1 500 000, et on dit directement qu'il a reçu ça. Il a pris la tête du MRC originel. C'est ce qui est écrit. Alors, vous voyez, je crois qu'il y a un devoir de vérité. Depuis que cette histoire se balade dans les réseaux sociaux, je me suis dit que je ne vais pas m'exprimer sur la question. Mais je crois que je dois un minimum de vérité ou de réponse à l'opinion. Oui. C'est pour cela que j'ai voulu que vous-même, vous donniez le nom de l'auteur du post. Il y a son nom sur le post. Il y a quelqu'un qui a mis ce document dehors. Il a un nom. Je ne me suis pas intéressé. Je me suis intéressé sur le signataire. Il a un nom. Il a fallu que vous essayez un peu d'aller sur... Vous voyez, parce que son nom est bien là. Le nom de celui qui a mis le document dehors. Son nom est là. Son nom, c'est Pierre Wobassi. C'est Pierre Wobassi, qui est militant du MRC Assemblement, qui a mis ce document dehors. Je voudrais d'abord clarifier les uns et les autres que le document est authentique.
Vous avez reçu 1,5 million? Laissez-moi vous expliquer. Oui, allons-y. Le document est authentique. Sauf que l'auteur a pris le soin, donc Pierre Obasi a pris le soin de dissimuler une information importante, c'est-à-dire le généreux donateur. Vous voyez, il y a une bande rouge. Il a pris la peine de dissimuler le nom. Vous allez vous rendre compte que le nom, il y a 2 noms qui sont dissimulés par Pierre Obasi. C'est son propre nom et le nom de Zenabou. Il faut donc maintenant établir la corrélation entre Zenabou, Pierre Obasi et Willy Mengue. Au mois d'octobre, il y a une corrélation. Oui. Voilà, j'ai les documents. Oui. Vous pouvez voir ici, sur ce document, je vais vous le donner. Il est écrit République du Cameroun, Yaoundé 30 septembre 2025, désignation du mandataire Front pour le salut national du Cameroun, FSNC dans la région du Sud. La mandataire régionale du Sud pour la campagne du candidat Issa Chiroma Bakari s'appelle Zenabou, la mandataire régionale. Militante, ancienne militante du MRC, puisqu'elle avait démissionné récemment. C'est elle qui était donc mandataire régionale. Voilà son mandat. Vous allez voir ici un autre mandat. Issa Chiroma Bakari, Oyono Freddy, mandataire représenté dans la commission départementale de supervision de l'Anvila. Oyono Freddy, social militant du MRC, mandataire de l'Anvila. Le Sud a 4 départements. Vous allez voir ici, pardon, ça c'est mon mandat. Ça c'est le mien, ici. Élection présidentielle 2025. Honneur deuxième, monsieur Mengue Willy, mandataire à l'élection présidentielle 12 octobre, arrondissement des Bolova deuxième. Ça c'est mon badge. Oui, FSNC. Voilà, pour cette élection-là. Alors, juste là, vous ne voyez pas le nom de Obasi. Il faut maintenant établir la relation. C'est quoi la relation? Voilà, lorsque la mandataire sud, Zenabou, a déjà reçu son mandat, il a fallu qu'elle soit entourée. Elle a donc formé son état-major. Il fallait gérer la logistique des élections présidentielles pour le candidat Issa Chiroma Bakari. Il fallait gérer les moyens d'accompagnement, donc un peu de dotation d'argent pour la région du Sud. Elle a donc opté dans son état-major Pierre Obasi. Puisqu'ils sont tous à Samlima. Pierre Obasi est donc devenu le caissier régional et le nœud névralgique de la logistique, ainsi que de tout le secrétariat, puisque l'état-major du Sud pour le candidat FSNC Issa Chiroma était dans le domicile de Pierre Obasi. C'est là qu'il y avait le secrétariat. C'est là où on mettait à la disposition de tous ces mandats et tout. Donc c'est lui qui recevait la logistique sous la supervision de la mandataire Zenabou. C'est lui qui recevait l'argent, puisque l'argent qui est venu pour le Sud, Zenabou n'avait pas de compte. Il a dit, Obasi, tu vas t'en occuper. Obasi a donc pris quelqu'un au quartier, dit, bon, tu as un compte, il faut que l'argent vienne dans ton compte. Je vous coupe court. Ça veut dire que Obasi Pierre était le secrétaire régional dans l'état-major sud du candidat Issa Chiroma Bakari. Il était également le trésorier. Alors moi, je n'étais que représentant d'arrondissement des Bolova premier, sous la coordination de Oyono, qui était mandataire départemental de l'Anvila. Alors, au niveau de l'Anvila, on s'est aussi donc organisé. Puisque M. Oyono Freddy devait être très occupé à la commission départementale de recensement de vote, il fallait quelqu'un qui anime la sensibilisation sur le terrain et la coordination entre l'Anvila et la régionale, donc à Samlima, puisque la région était basée à Samlima, malheureusement. Donc, et c'est moi qui est donc chargé de réceptionner et la logistique, donc les gadgets, et les moyens d'accompagnement, parmi lesquels le fameux 1 500 000. Vous voyez? Ça veut dire que je me suis donc rendu à Samlima après les élections, parce qu'à la veille des élections, Ebolova, dont l'Anvila, a reçu d'abord 500 000 de la part de Pierre Obasi, ordonné par la régionale. Cet argent est venu par monnaie électronique. Il fallait donc que lundi qui suivait, ça veut dire le lendemain du scrutin, parce que le scrutin c'était dimanche, le lendemain, il fallait donc partir à la base, ça veut dire au quartier général à Samlima, déposer les procès-verbaux de toute l'Anvila, c'était ma mission, et puis recevoir le reste d'argent qui revenait à l'Anvila. Cet argent était donc pour payer, était disponible pour payer les scrutateurs,
les représentants du bureau de vote, la coordination C'était départementale. votre responsabilité. C'était ma responsabilité. Oui, oui. Je vous ai montré le bas, c'était ma responsabilité. Oui. En arrangement avec le départemental, Freddy Oyono. Alors, quand j'arrive donc à Saint-Méléma, le lundi, donc le lendemain des élections, on a notre rapport, nos procès-verbaux, on dépose au secrétariat, donc chez M. Wobassi, sous la supervision de Mme Zenabou. Et c'est le même Wobassi qui était caissier, qui devait donc donner le reste d'argent aux différentes commissions départementales. Il vous en a donné? Bien sûr. Donc, il fallait donc décharger le reste d'argent. On avait déjà reçu 500 000 samedi. Il restait 1 million à décharger après les élections pour qu'on libère l'ensemble du personnel qui était sous la responsabilité du département de l'Anvila. Donc, monsieur le caissier, je décharge donc 1 500 000. Le document reste à la coordination régionale, donc chez madame la régionale, qui est l'ordonnatrice. Hein? Et moi, je retire de l'argent. Il reste avec le document. C'est ce document que vous voyez donc se balader dehors. Il prend le soin d'enlever son nom au rouge. Il dit, bon voilà, William a perçu 1,5 million. Il a acheté je ne sais pas qui pour détruire le MRC. C'est ça la vérité, preuve à l'appui. Vous comprenez? Vous pouvez joindre à tout moment la coordonnatrice régionale, la mandataire régionale, puisqu'elle est là, pour savoir. Et je vous ai envoyé d'ailleurs des voices de cette coordinatrice à propos de cette histoire. Donc c'est une diffamation qu'il faut regarder avec beaucoup de distance. Parce que la diffamation vient intervenir à quel moment? Au moment où je m'inscris en faux publiquement contre les usurpateurs de titres au sein du MRC. Mais le MRC interdisait ça pendant les élections présidentielles, non? Que les membres de son parti parlent au nom du parti du MRC. Non, si vous rentrez dans les... Le président Kanto l'avait dit. Non, écoutez. Pas au nom du parti, nous avons suivi ça. Non. Si quelqu'un devrait interdire, ça devait être en son nom propre. Oh non, nous on n'a pas dit qu'on est allé au nom du parti. On ne vous a pas montré le document du parti. Le professeur Kamto a dit allez voter en âme et conscience. Vous voyez? Alors dès cet instant, chaque militant partisan du changement était libre de choisir son candidat. Moi, je me suis aligné derrière le candidat Issa Chiroma Bakari, comme certains autres militants du MRC. Je ne vous ai pas montré un document adossé avec les emblèmes du parti. Je vous parle d'une organisation des états-majors dans les régions, les départements, du candidat Issa Chiroma Bakari. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces états-majors du candidat Issa Chiroma Bakari étaient composés essentiellement des militants du MRC. Moi, au moins, je suis honnête en vous le disant. Nous avons même vu mieux que moi, plus engagé, au côté du candidat Issa Chiroma Bakari. Vous avez vu le rôle qu'a joué Maître Sim. Lui, il a même fait les meetings publiquement. Vous avez le rôle qu'a joué, ils sont nombreux. Donc, ce n'est pas un secret. Je dis donc que vous avez au moins une vérité sur le fameux document. Il est authentique, sauf que l'argent a été remis par Wobassi Pierre, le caissier régional du FSNC. A été bien géré, vous dites? Je ne dis pas que ça a été bien géré, je dis que c'est la dotation qui revenait à l'Anvila. Et par la suite, l'Anvila on était obligé de répartir les 1,5 million parce qu'on avait les représentants d'arrondissement, on avait environ 100 scrutateurs, on a pu couvrir 4 arrondissements sur les 8. Parce qu'on n'a pas couvert tous les arrondissements, on a quand même pu couvrir 4 arrondissements. Les décharges sont là, il y a tellement de décharges. C'est là on a géré. Donc c'est une diffamation. Donc il vous revient aujourd'hui, vous qui avez donc l'exclusivité de ce démenti. Voilà. Nous sommes neutres ici, on va... Non, bien entendu. C'est comme ça. Il vous revient donc de permettre à l'opinion de mieux s'abreuvoir de cette histoire. Donc voilà exactement. Je vous dis donc que ce sera fait. Est-ce que Pierre-Emmanuel Bignam vous a contacté pour que vous puissiez vous expliquer sur vos prises de position? Pierre-Emmanuel Bignam... il est secrétaire national adjoint. Ah, ok. Est-ce qu'il vous a contacté? Écoutez, il a essayé de me contacter au téléphone. Hein? J'ai dit à M. Pierre, et ça, il faut le répéter, qu'il n'y a personne au sein du MRC aujourd'hui qui peut m'adresser une correspondance de manière officielle au nom du MRC. Parce que nous avons un problème, nous avons un contentieux officiellement déclaré avec les dirigeants de fait, les usurpateurs de tirs, c'est comme ça que je les appelle au sein du MRC. Et je leur dis qu'ils ne devraient pas insister. Et c'est clair. Et ça, il faut le dire à d'autres. C'est la même occasion, c'est-à-dire notre intermédiaire sur la justice.
Donc les zones doivent plus vous contacter. Non, non, c'est la justice. Je veux une réponse très rapide. Vous êtes très éloquent d'ailleurs. Est-ce que le MSC est pris en otage? Bien entendu, c'est ça le problème. Le MSC aujourd'hui est pris en otage par M. Kamto Maurice et tout son entourage. C'est une prise d'otage qui n'a pas de nom. Elle est légendaire, mais alors très intelligente. Et si nous avons posé le problème en haut lieu, d'abord dans les médias et aujourd'hui en justice, c'est justement pour sensibiliser les amis politiques, pour sensibiliser les sympathisants et militants du MRC que le MRC est pris en otage par M. Kamto Maurice. Parce que dès lors que vous avez violé les tests, le parti est pris en otage. Il y a un discrédit, il y a une irrégularité légendaire. Mais ceux qui voulaient faire passer ça, Kamto Maurice et son groupe, son groupe, c'est-à-dire ceux qui sont là. Ceux qui sont là. Vous les connaissez? Non, je ne voudrais pas faire un procès de... Il y a un directoire de fait. Il y a un directoire de fait. Qui vous a exclu? Que vous le reconnaissez? Qui aurait... Voilà, il y a un directoire de fait qui est là. Il y a un président de fait, il y a un présidium de fait. Ils sont là. Ils ont pris le parti en otage. Il faut donc aujourd'hui déboiser. Il faut un déboisement du parti. Il faut républicaniser le MRC. Et pour le républicaniser à l'état actuel, je vous dis qu'il n'y a que la justice pour se prononcer. Oui, Willy, mais si autant de personnes suivent un homme, ne pensez-vous pas que c'est l'homme de la situation? Je veux dire justement le président Maurice Kamto, est-ce que ce n'est pas lui aujourd'hui l'homme de la situation? Non, c'est là où il y a justement une dérive entre nous qui avons voulu prôner le changement, nous qui pensons prôner le changement, et ce qu'on est en train de combattre, suivre un homme. On doit suivre les principes, on doit suivre les idées. Et dans une formation politique, les principes sont concertés, les idées sont concertées. Quand on va commencer à suivre un homme, posez-vous la question, si cet homme part aujourd'hui, la cause va partir? C'est là le problème, le messianisme. Et moi, je m'inscris en faux, parce qu'on ne peut pas dire que nous critiquons M. Biya qui est dictateur, qui est président à vie, qui est... Mais nous-mêmes, nous faisons cela fois 10, fois 30. Vous voulez dire que Kamto, le président Kamto, il est comme le président pour il est pire que Biya. Il est pire que Biya, non, je voudrais m'expliquer. Non, il est pire que Biya. C'est quand même fort. Non, il est pire que Biya parce que Biya, lui, au moins, peut permettre à ses militants d'aller aux élections. Ce que Kamto n'a pas fait en 2020. Et que actuellement, ça, je vous prends à témoin. Qu'on convoque le corps électoral dans 2 ou 3 semaines, et qu'une seule investiture du MSC passe, je donne ma tête. Prenez ça pour information. Pas parce que quelqu'un nous en veut du mal. Parce que nous avons dérivé. Le parti est en situation irrégulière. M. Biya n'a pas mis les militants du RDPC en situation irrégulière. Ils partent aux élections régulièrement. Et c'est ça l'objectif d'un dirigeant politique. Quand tu es dirigeant de formation politique, il faut se soucier des intérêts des uns et des autres. Et le premier intérêt dans une formation politique, ce n'est pas d'aller applaudir un président, ce n'est pas d'aller jouer au pot de fleurs, ce n'est pas d'aller admirer ses beaux costumes ou son bel aura. Ce n'est pas ça. C'est de permettre au parti, c'est de créer les conditions qui permettent au parti de prospérer. Et quelle est cette formation politique qui va prospérer sans concourir au suffrage universel éternellement? Ça ne veut pas dire que M. Biya est mieux que M. Kamto, parce que M. Biya, lui, permet quand même que les militants du RDPC partent aux élections. Pouvez-vous donc prendre la carte du RDPC? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si M. Biya est mieux. Non, je dis qu'entre les deux, vraiment, Biya est mieux que Kamto. Kamto nous a révélé. Non, je veux dire que c'est un monsieur dans un... Si vous regardez, c'est pourquoi je le traite souvent d'un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui est très, très intelligent, mais en même temps un cuistre qui pense être plus intelligent que les autres. C'est ça le problème. Parce qu'on peut être érudit, parce qu'il est. Kamto, c'est un génie, c'est un as. Dans plusieurs domaines, ça, personne ne peut le dénuder ou le contredire. Mais il ne faut pas être un cuistre. C'est-à-dire, tu penses être plus intelligent à chaque fois que les autres. Il faut s'inscrire en faux en cela. Et il ne faut pas penser que le changement doit tourner autour de toi. Parce que ce que M. Kamto a fait, là où ça m'a encore plus dérangé avec d'autres, c'était la fameuse âme et conscience. Âme et conscience, ça veut dire quoi, âme et conscience? Allez voter en âme et conscience. Où est-ce que vous avez déjà entendu cela? Nous avons les militants du MRC et d'autres formations politiques de changement ont tellement pensé qu'en 2025, c'était le moment opportun de pouvoir apporter un coup fatal électif
au régime en place. Et M. Kamto détenait entre ses mains les clés de la coalition. Il n'était pas candidat, Willy. Je dis que et il a demandé au parti d'opposition de faire la coalition. Non, c'est une fuite en avant. Vous comprenez? Dans le contexte politique qu'encourait le Cameroun en 2025, c'était une fuite en avant. Allez d'abord préconditionner. Allez d'abord vous mettre ensemble. Comme ça, je pourrais me mettre ensemble. Non, ça n'avait pas de place. Les différents candidats qui avaient carte verte, donc avec les messieurs, ont fait des défilés à Santa Barbara, aller rencontrer le candidat de Kamto dans son domicile, dans l'espoir qu'il va organiser la coalition. On lui a donné carte verte. C'est à lui que revenait donc d'organiser cette coalition. Ils ont été tellement humbles. Ils ont été humbles, ils ont dit, bon, frère, voilà, on est désolé avec ce qui est arrivé. Mais voilà, essayez de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser. Il lui revenait juste de donner une orientation, une consigne de vote. Ah, mais conscience n'est pas une consigne de vote. Ce n'est même pas un vocabulaire pour quelqu'un qui veut le changement. Parce que mes conscience ne signifie rien d'autre qu'aller à rang dispersé. Et c'est dans ce rang dispersé-là que les gens se sont retrouvés aujourd'hui. Et c'était une façon de porter un coup dur à la dynamique du changement, tacitement. Et j'ai même envie de dire, aller plus loin que, comme en 2020, il a favorisé le parti au pouvoir à avoir plus de sièges, parce que le boycott a permis au RDPC d'avoir suffisamment de sièges au Parlement, suffisamment de mairies dans les zones critiques. C'est comme ça que l'âme et conscience a réconforté une fois de plus le parti au pouvoir quand on est aux élections 2020. Qui n'a gagné qu'avec 53%. Je vais à vous écouter parler réellement. C'est comme si vous avez une dent contre Kamto. Je voudrais poser cette question. Je m'en voudrais. Non, puisque c'est lui. Ce sont ses décisions. Il faut comprendre que s'il s'appelait Kamta, j'allais dire Kamta, mais comme il est Kamto, et on sait que c'est lui, pas qu'on sait. C'est lui qui est président du parti depuis le début, depuis 2012. Et c'est lui qui a conduit le parti entre 2018 et 2025. Vous comprenez? Oui, je comprends. C'est lui. Ça veut dire qu'il a une responsabilité. C'est lui qui, en ce temps-là, de leader. De leader, oui. Bon, les leaders portent tout. Pas plus maintenant. Non, une question directe et vous répondez rapidement. Comment avez-vous vécu l'exclusion de la candidature de Kamto? J'étais au palais des congrès ce jour. Oui. J'étais accompagné de Lon Chang. On était à 3. On est arrivé 2 heures avant la fameuse sentence. Mais la salle était glaciale. Nous avons tous été... Enfin, je me suis posé la question, mais en fait, de quoi s'agit-il finalement? Pourquoi est-ce que... c'était juste? Non, c'est là le problème. Vous comprenez? Personne, je ne suis pas de ceux qui disent que c'était juste. Justement, moi, je me suis inscrit en faux que non, ce n'était pas une exclusion du point de vue de la loi. Sauf que vous devez le comprendre et on l'apprendra à personne. Nous sommes en politique. La politique, à la limite, dans la cité, c'est la conscience des consciences. Elle est à la manœuvre. Parce qu'à un moment donné, les institutions se retrouvent comme étant des acteurs politiques. C'est pour cela qu'il faut être prudent. La prudence aurait donc voulu qu'en 2020, nous soyons dotés des élus. Parce qu'en face, vous voulez dire qu'en face de l'arène politique, on ne pardonne rien. Les institutions, régulièrement, s'invitent dans l'arène politique. Et si quelqu'un dit aujourd'hui que ce qui s'était passé le 5 août, il n'aura pas totalement tort. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Je pose donc cette question parce que vous-même venez de le dire que Paul Biya serait mieux. Mais je vais reprendre les propos de Mélenchon il y a quelques jours, qui peint ces chefs d'État, notamment Alassane Dramane Ouattara, qui réussissent les élections en éliminant leurs principaux rivaux. Il faut être prudent. Je ne sais pas moi qui vous le dis. Regardez la politique sous-tropique en Afrique. Je vous dis, la religion entre dans le jeu politique. Les institutions entrent dans le jeu politique. Les forces vives de la nation entrent dans le jeu politique. Il faut être sûr d'avoir toutes ces cartes en main. Quand on descend dans l'arène politique, il ne faut pas t'en défaire. Parce qu'à un moment donné, la loi se perd. À un moment donné, la loi se perd. C'est pour cela que la politique, à un moment donné, sur le plan pratique ou pragmatique, c'est défini comme étant un rapport de force. Un rapport des forces en présence. Il faut avoir la manœuvre sur les forces en présence. Et parmi ces forces, n'écartez jamais les institutions. Willy, vous étiez... Surtout dans un État centralisé comme le Cameroun. Où Paul Biya, sans doute, serait aussi un très grand dictateur. Willy... Je ne vous ai pas dit le contraire. Oui. Mais je dis que Kamto se révèle comme étant talentueux.
En dictature, ouais. Willy, vous étiez au directoire en 2020 quand même. Oui. Comment s'est passée la prise de décision de la non-participation aux élections législatives et municipales? Voilà. C'était unilatéral? Personne ne peut vous donner, aucun membre du directoire, qui soit de bonne foi, ne peut vous dire de comment est-ce que la décision a été prise. C'était pris par qui? Voilà. Je vous dis, aucun membre du directoire qui soit de bonne foi ne peut vous dire que cette décision a été mise à la table des discussions. Que cette décision a été mise à la table des discussions. Et pourquoi vous, je vous vois porte et parole, comme disait Césaire, pourquoi dès ce jour-là, vous n'avez pas commencé à contester? Parce qu'aujourd'hui, non, ça c'est très important. Vous voyez, vous n'avez pas commencé? Le boycott 2020, c'est vrai qu'il a drainé certains mécontents. Mais dans l'ensemble, certains ont dit, bon, nous avons notre champion, Kamto Maurice. Il dit qu'il ne nous trahira jamais. Et c'est là où on part. Voilà ses déclarations. Je ne vous trahirai jamais. Je sais exactement là où nous partons. Il a su convaincre les uns et les autres que, bon, d'accord, nous irons, bien entendu, nous tous, pas seulement moi, que nous irons aux élections en 2025, quel que soit le cas. Vous voyez? Quel que soit le cas. Et d'ailleurs, 3 ans après, non, avant même 3 ans après, 2 ans après, le meeting de Nkonsamba, c'était en 2022, il déclare au meeting de Nkonsamba, meeting très controversé, que nous allons prendre part à toutes les élections. C'est le leader qui parle. Il rassure l'opinion, il rassure les sympathisants, il rassure les militants. Quand on sort de la convention de 2023, 9 et 10 décembre 2023, le discours de clôture de cette convention, c'était vers les 9h, 10h du matin. Mais le président qui vient d'être fraîchement élu, Kamto Maurice, à la tête du parti, et une sorte de plateforme de cooptage des partis politiques, APC, de l'honorable Nietzsche, vient de naître. À ce discours de changement, à ce discours de clôture, Kamto Maurice nous dit, il dit que même si c'est demain qu'il convoque le corps électoral pour les élections présidentielles, je suis prêt, nous sommes prêts. Vous voyez? C'est un discours de rassurance solennelle publique. Et vous croyez en lui? Nous devrions... Qu'est-ce qu'il fallait faire? S'appuyer sur quoi donc? Nous avons cru. Alors qu'on n'était pas la suite, on s'est rendu par la suite compte que non, ce qu'il dit, 1 an après, 2 ans après, on s'est rendu compte que non, ça ne tient pas la route parce que en 2025, mai 2025, on commence à recruter les élus du SDF à Bafoussam. Oui. Entre-temps, on a lancé le débat sur la nullité du mandat impératif. On a commencé à comprendre que non, les déclarations fortes et rassurantes faites solennellement ne tiennent pas la route. Les actes ne vont pas suivre. Voilà. Mais pourquoi, comme Célestin Djamen, Michel Ndoki, vous me voyez venir, qui ont quitté le train de la Renaissance et certains, comme Djamen, a créé son propre parti. Pourquoi vous ne faites pas autant, vous créez votre propre parti pour montrer de quoi vous êtes capable? Il y a plusieurs façons de mener une lutte. Bon, il y en a qui pensent que démissionner est une solution. Je trouve ça comme c'est comme une fuite en avant, c'est comme un abandon de la bataille. Oui. D'autres disent, bon d'accord, j'irai créer mon propre parti. C'est là où moi j'ai un problème. Pourquoi? Parce que ce que le MRC aujourd'hui, du peu de crédibilité qu'il reste, c'est une entreprise collective. Personne ne peut s'en approprier. Dire que si ça ne va pas descendre du train, tu pars. Ça, c'est une formule qu'il faut complètement proscrire et mettre de côté. Parce que c'est une entreprise collective. Chaque militant dans sa manœuvre a apporté de quelque chose pour l'éclosion et le développement de cette formation politique. Alors, il revient aux mêmes militants. Ça, c'est la responsabilité du militantisme raisonné. La responsabilité du militantisme raisonné. À ne pas confondre avec le fanatisme. La responsabilité militante voudrait donc que, l'article 8, quand vous le lisez très bien, que le militant consulte les tests et se rassure que les objectifs politiques du parti sont atteints sous la direction d'un présidentium. C'est pour cela que nous sommes là.
pour mettre de côté ceux qui ont dérouté le parti. Ils doivent être au banc de touche, par une voie légale, et donner la chance à ceux qui peuvent permettre à ce parti aujourd'hui d'avoir les meilleures orientations. Vous comprenez? Il n'est pas question de fuir de parti, d'exclure les gens ou de démissionner, d'aller créer notre parti. Pourquoi? On a capitalisé, on a porté dans ce parti. Chacun, hein, je dis chacun, même ceux qui sont dans les coins les plus reculés du Cameroun, ont contribué pour que le MRC soit ce qu'il a toujours été, jusqu'à une certaine date. Parce qu'aujourd'hui, le MRC a perdu beaucoup de ses plumes. Il faut le regarnir. Ok. Là, vous nous amenez à parler du procès qui est en cours pour l'instant. Déjà, le 16 juillet, vous et deux autres, notamment Laure Noutian et Sébastien Ebala Wouria-2, tous deux qui étaient absents au procès du 7 juillet, à dernière audience. Pourquoi cette fois-là, vos deux, ils n'étaient pas là? Donc vous voyez, c'est un procès qui est en cours. Il ne serait pas prudent qu'on fasse des déclarations dans ce procès. On peut peut-être parler de l'environnement du procès, mais dès lors qu'il est déjà entre les mains du juge, entre les mains de la justice, il n'est pas vraiment recommandé. Non, ça c'est l'environnement. Willy, pourquoi ils n'étaient pas venus ce jour? Non, ce n'est plus l'environnement. Puisque quand je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas venus, peut-être ça faisait partie d'une stratégie de laisser entrevoir en face qu'on n'a rien. On n'a rien. Et vous les avez vus par la suite triompher dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'avocat, ils étaient venus se machin. Donc, vous avez Maître Bipan quand même. Oui, nous avons un conseil constitué, Maître Bipan. Nous avons un conseil constitué régulièrement. Il a même été constitué bien avant, puis sur cette affaire depuis. Vous voyez? Mais on n'a pas voulu se présenter les premiers jours aux côtés de notre conseil. Nous savons pourquoi nous l'avons fait. Vous voyez, nous l'avons fait pour une stratégie qu'on ne peut pas dévoiler. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas abouti? Parce que les juges évoquent les inliminer. Ce n'est pas les juges. C'est pas les juges du MRC. Les avocats du MRC évoquent in limine litis, qui veut dire avant tout débat de fond, l'incompétence de la juridiction de statuer sur les questions de gouvernance interne du parti. Et voilà pourquoi le procès est renvoyé au 21 juillet 2026. Est-ce que vous croyez que ça va vraiment aboutir? Il faut comprendre que ce sont des conclusions que les avocats du cockpit, les avocats des dirigeants de fait du parti ont présentées à monsieur le juge en réponse à la requête que nous avons régulièrement introduite le 6 juillet. Vous voyez? Donc c'était une réponse défensive. Alors il va falloir examiner leurs conclusions au fond. Et c'est ce qui est en train d'être fait depuis vendredi, donc depuis hier. Leurs conclusions sont en train d'examiner au fond, par qui de droit, par nos conseils. Et la réponse à leur conclusion sera régulièrement introduite devant monsieur le juge à la prochaine audience. C'est ça la procédure. Qui finance ce procès? Alors, à la question de savoir est-ce que ça va aboutir, nous faisons, j'y reviendrai, à la question de savoir est-ce que nous avons confiance ou bien nous sommes sûrs que ça va aboutir. C'est pour cela que nous disons la justice a la manœuvre. Hein? La justice est à la manœuvre, elle a la manœuvre à main. C'est pour ça que nous l'avons sollicité. Donc, elle va examiner les requêtes, examiner les conclusions des autres, examiner les contre-conclusions et puis se prononcer au moment venu. Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous sommes confiants de ce que nous faisons parce qu'il n'est pas question d'une conspiration, il est question d'exposer les défaillances qui s'accompagnent avec un certain nombre de faits incontestables qui ont été rendus solennels et qui sont documentés, archivés. On va donc faire un comparatif, une lecture comparée entre ces faits à la lumière de nos statuts, s'il faut aller au fond. Et n'oubliez pas que nous avons sollicité le juge de référé, qui en fait ne se prononce pas du tout en profondeur, il se prononce sur un juge d'apparence, c'est-à-dire il va regarder est-ce que la convention déclarée, est-ce que la convention 2025, 21 décembre 2025, s'est passée dans la règle de l'art. Ça, c'est ce que le juge lui veut regarder. Donc le reste, ça ne le concerne pas trop, parce que dès lors que cette convention ne s'est pas tenue dans la règle de l'art, c'est-à-dire en respect de la loi, automatiquement, les instances issues de cette convention ne peuvent pas bénéficier des effets juridiques escomptés. C'est tout. Donc, s'ils veulent orienter le débat de fond,
tout est à l'appréciation de la justice qui a été saisie. Et on ne peut pas se prononcer mieux que cela. Qui finance dans ce procès? Ah oui, c'est ça aussi la question. Voilà pourquoi on a bien voulu observer leur attitude à l'issue de la première audience qui s'est tenue, je crois, le 8 juillet. Et si vous regardez les commentaires, ils disaient, mais attends, ceux-ci pas de faire le procès, est-ce qu'ils ont même l'argent? Vous voyez, rien que la requête, là, c'est il y a plus de 500 000. Hein. Qui finance? Donc, vous ne dites rien, vous ne répondez pas. Je vais vous répondre. Qui finance? La requête, là, c'est plus de 500 000. Alors, les conseils, vous pouvez imaginer ce que ça coûte pour les conseils. Ça, les conseils, c'est à part. Alors, qui finance? Nous sommes dans une cause dont nous sommes sûrs d'atteindre les objectifs. Donc, nous mettons la main dans notre poche, collectivement. Nous avons une petite quête que nous avons initiée même depuis. Et c'est dans cette petite quête, c'est à partir de cette petite quête que nous finançons le projet. Cela n'exclut pas que si vous avez un appui pour nous, puisque l'objectif n'est pas personnel, c'est une cause commune, elle est publique. Imaginez aujourd'hui que nous ayons gain de cause et que le MRC rentre dans la légalité automatiquement. Ceux qui viendront ceux qui seront investis sous la bannière du MRC devront nous remercier parce que nous, on veut seulement sauver la carrière politique des milliers de militants. Donc, nous, à la limite, on va peut-être lancer même un appel à la solidarité pour qu'on nous soutienne parce que c'est une procédure coûteuse. Mais pour le moment, nous essayons de la soutenir, de la financer par nous-mêmes. Ce n'est pas peut-être... je vais vous titiller un peu. Ce n'est pas peut-être l'agent du ministère de l'administration territoriale avec lequel vous soutenez, puisqu'il y a aussi une nouvelle là, une rumeur, que vous serez parmi ceux-là qui distribueraient les sacs de riz chinois. Est-ce que ce n'est pas ça un peu dans le noir? Il n'y a pas une main noire derrière? Je n'ai pas l'intention, nous n'avons pas l'intention de vendre notre cause à qui que ce soit. Vous comprenez? Si vous regardez bien notre démarche, depuis le mois de décembre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est depuis le mois de décembre qu'on a commencé à poser le problème. On a commencé à poser le problème. Croyant peut-être que ça peut être on peut résoudre d'une certaine façon. On a vu que non, à cette allure, on ne peut même plus résoudre ça à l'interne. Il faut qu'on fonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, on n'est pas là pour vendre une marchandise à un membre du gouvernement qui pourrait nous soutenir, non. C'est vrai que les gens peuvent spéculer et que peut-être c'est d'habitude ce qui se passe. Mais vraiment, quand vous regardez la matière qu'on expose au grand public, quand vous regardez les fondements de notre cause, quand vous regardez la démarche, vous comprenez qu'on essaie de se débrouiller de nous-mêmes, courageusement. Mais on est sûr qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre. Donc, on n'a pas une main gouvernementale qui nous aiderait. Non. On n'est pas dans l'affaire de 2 milliards qu'on aurait donné à quelqu'un pour boycotter les élections en 2020. Je dis quelqu'un, je n'ai pas besoin de quelqu'un, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans une affaire où, pour dire à mes consciences, on aurait boycotté. Pour boycotter les élections en 2020, 2 milliards. Oui, ça aussi c'est une information. Vous n'avez pas aussi demandé à savoir pourquoi. Est-ce que vous avez la preuve de ça? Non. Et vous avez la preuve que je traite avec le ministre de l'administration territoriale quand vous me posez cette question? C'est moi qui pose les questions. Voilà, d'accord. C'est aussi une question importante parce qu'elle a fait l'objet d'un grand débat. Que M. Kamto aurait pris 2 milliards à Baham quelque part pour boycotter les élections en 2020. Les presse sont même écrites. Donc, c'est aussi un écho. Bon, il aurait fallu que vous partiez demander pourquoi. Dès que nous l'aurons en face, on va lui poser la question. Je m'en voudrais si on ne me posait pas cette question. Nous sommes déjà presque à la fin. Qu'est-ce que Willy Mengue fait concrètement dans la vie? Parce qu'on se connaît Willy Mengue, activiste politique aujourd'hui, il écume les plateaux de télé. On aimerait bien un peu entrer en intimité. La terre, j'aime la terre, parce que la terre est un facteur de multiplication et de stabilité. Tout ce qu'on met dans la terre se multiplie. Donc, je suis un seigneur de la terre. Je pratique l'agriculture. Donc, la paysannerie, c'est mon dada. Quand vous arrivez dans les 3D, dans la région de l'Est, il y a ce qu'on appelle les 3D. Les 3D, c'est Doumentan, Doumé, Dimako. C'est un ensemble de 3 arrondissements dans le Haut-Nyom. Voilà. Le nom de Willy Mengue est partout là-bas. Donc, je pratique beaucoup l'agriculture. Vous faites quoi spécialement? Voilà. Les fruits, il y a quoi? la banane plantain. Plantain, oui.
la banane plantain, le maïs en mixage, les deux, vous voyez. Je pratique beaucoup l'agriculture, donc c'est une activité, quand on y met un peu de moyens, un peu de volonté et de suivi. Parce qu'il y a un problème de suivi. Il y en a qui ont peut-être trop de moyens, il va prendre 5 hectares, il met du plantain ou du macabo ou du maïs, il abandonne, les gens vont travailler. Non, il faut faire très attention parce qu'il y a le suivi qui demande une certaine rigueur. Il y a surtout la production. Quand ça produit, il faut être prêt, vous qui êtes le promoteur. Sinon, la main-d'œuvre que vous avez recrutée, vraiment, ça prend plusieurs pistes. Hein. Vous ne contrôlez pas la production. Donc, c'est un conseil qu'il faut donner à ceux de nos aînés qui ont souvent eu, parce que je les vois là-bas, ils prennent 10 hectares, ils prennent 15 hectares, 20 hectares, ils mettent des millions, mais après 1 an, 2 ans, il n'a rien parce qu'il y a un problème de suivi. Il faut suivre la production, comme on suit les semences et l'évolution du champ. Donc, c'est une invite aussi à plusieurs jeunes que ça ne vaut pas la peine parfois de prendre les risques. Recevez-vous les subventions de l'État? Non, je n'ai pas une subvention de l'État que j'ai reçue jusqu'en date. Bon, parce que je n'en ai pas demandé, parce qu'il faut aussi comprendre cela. Je n'ai pas un traité avec l'État dans le cas d'une subvention, soit antérieure, soit éventuelle. J'ai commencé à faire le champ avec mes propres moyens. Il faut comprendre qu'il y a les bas, les hauts et les bas, parce qu'on peut même faire un champ, après ça brûle. Hein. Voilà, ça brûle. Par la suite, il faut savoir compenser. Donc, c'est comme une petite entreprise familiale, madame est impliquée là-dessus. On fait dans le champ, on produit et on distribue. Voilà. Nous sommes à la fin. Maintenant, j'ai introduit une rubrique, hein, c'est l'UE. L'UE, ça veut dire le regard du politicien sur l'avenir. Que pensez-vous du Cameroun après Paul Biya? Oui, ça c'est une question à laquelle tous les Camerounais devraient déjà avoir au bout des doigts, ne serait-ce que l'esquisse de réponse. Parce que vous devez savoir qu'à l'ère post-Biya, le Cameroun a l'obligation d'être doté d'une nouvelle classe politique. Nouvelle au niveau de la tranche d'âge, mais également nouvelle dans la pratique de l'exercice du pouvoir. La pratique de l'exercice du pouvoir. Nous n'aimerions pas, je suis de ceux qui n'aimeraient pas avoir, après M. Biya, une classe politique qui vient s'éterniser aux affaires. Il faut pratiquer la démocratie qui recommande entre autres l'alternance. Ça veut dire, vous venez aux affaires, au sommet de l'État, vous avez un programme politique. Vous essayez de l'implémenter avec l'appui de votre équipe gouvernementale. Vous faites un mandat, tout au plus 2. Vous prenez un peu de recul pour passer le flambeau. Je dis, cette rhétorique et ce besoin n'est pas seulement inscrit dans le logiciel du peuple du changement, même dans l'opposition, parce que même dans le parti au pouvoir, il y en a qui pensent comme ça, que vraiment à l'ère post-Biya, il faudrait une nouvelle classe politique, nouvelle en tranche d'âge, c'est-à-dire il faudrait peut-être la soixantaine, peut-être ça va, je prends un exemple, la soixantaine peut-être ça va, et puis pratiquer l'alternative, éviter les perspectives éternitaires d'un pouvoir éternitaire, parce que le pouvoir s'use, et à la limite, on ne contrôle plus le pouvoir. Et c'est le développement qui est endigué, qui est stagné. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Donc, ça, ce sont les besoins fondamentaux qui rentrent dans la vision politique que moi, je peux partager. Pas seul, mais avec l'ensemble des Camerounais, parce qu'ils s'inscrivent sous la même veine. On vous a bien compris, c'était Willy Meungue, activiste politique, il le dit lui-même, encore militant du MRC. Originel. Originel, du MRC. Militant du MRC. Originel. Nous défendons la légalité et la légitimité des instances. Ok, voilà. On vous a bien compris. Retrouvez-nous très bientôt avec notre client. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.